Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler des mangroves, nous allons parler de terre de femmes, d'écologie, de RH, de management, de logiciels, de Racine Lanmay et de Lumi Academy. Vous êtes sur Zitata, restez là, Forme épisode 259. C'est parti. Femme. C'est le moment, pendant le générique, on fait des exercices de respiration, on se pose, on se centre, on focus. Je dis ça en me moquant un petit peu d'une de mes invitées qui est un petit peu stressée. Ça va bien se passer, Frédéric, ça va? Ça va? Ça va bien. Bon, ça va. Merci en tout cas d'être là, d'avoir surmonté cette appréhension. Ok, mais on est en terrain inconnu. Merci en tout cas de nous faire l'amitié d'être avec nous. On va découvrir ton univers et des choses essentielles pour nous, y compris pour la dame qui est en face de toi. Donc Léla, comment ça va Léla? Ça va très bien, merci. Alors chacune a des raisons d'être un peu stressée. Est-ce qu'on peut dire pourquoi toi tu es un petit peu stressée? Oui, on peut, pourquoi pas. Voilà, parce que vous voyez pas ça, mais Léla, elle a un passage à bord, en fait. Elle a un petit locataire. Voilà, un petit locataire, voilà, un prochain, mais on te félicite, merci d'être là. Merci. Et puis, il y a papa qui regarde ça aussi, tout le monde est stressé, ils sont venus, il y a des embouteillages. Oui. Mais merci beaucoup. Léla Delem et Frédéric Fardin. Mais Frédéric, Léla Fardin. Oui. Il n'y a pas de hasard. Merci d'être là, les deux Léla, sur le plateau de Forme. On va passer 52 minutes ensemble. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par qui? Allez, Frédéric. Alors, je m'appelle Frédéric Fardin et je suis directrice et cofondatrice de Roots of the Sea, Racine Lanmay. Et je suis aussi géographe des milieux côtiers et littoraux. Donc, quand je parlais des palétuviers de mangroves, c'est avec toi qu'on va parler de ça. Oui, c'est avec moi. Et puis, on te félicite aussi parce que tu as eu un prix, tu es lauréate de Terre de Femmes. Terre de Femmes 2026, voilà. Voilà, donc avec ton association, Racine Lanmay. Oui. Et c'est quoi? C'est un prix qui est délivré par qui? Par la Fondation Yves Rocher. Donc, Oui. la Fondation Yves Rocher qui a fêté ses 35 ans cette année. Et les 25 ans du prix Terre de Femmes. Et le prix Terre de Femmes récompense les femmes engagées dans le domaine de l'environnement dans le monde. Et donc cette année, nous étions 5 lauréates, 2 de France, une de Martinique, une du Cameroun et une d'Ouganda. Donc on s'est rencontrés récemment pour recevoir ce prix le 30 juin 2026. Tu vas nous raconter un petit peu ce que faisaient les autres aussi. Bien sûr. Et alors, Léla Delem, quand je parlais de Lumi Academy, c'est toi, mais parle-nous de toi. Toi, tu es très branchée éditeur, tu es éditrice de logiciels, et puis tu es RH. Comment tu fais le lien? Mais c'est quoi ton parcours, ton itinérance professionnelle? Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, j'aime dire tout simplement que je suis une grande passionnée. Une grande passionnée de l'humain, de tout ce qui est psychologie, j'adore ça. Si je dois résumer vraiment en quelques mots, sinon on sera là pour 2 heures. Je suis conceptrice en fait de logiciels, autodidacte. Je précise quand même. Et justement, je suis la fondatrice du logiciel Liena qui a été commercialisé il y a très peu de temps. Il y a 2 mois précisément. Et justement, le logiciel Liena, il vise à prédire les relations au travail. Entre, on en parlait, entre différentes personnes, différentes personnalités, une personne avec un poste de travail, une personne et tout un environnement. Donc, c'est justement l'entreprise Lumi Academy. C'est ton entreprise? Exactement. Tu es entrepreneur? Qui est dite, exactement, depuis 6 ans. D'accord. Et donc, mais là, l'IENA, c'est quelque chose de nouveau? Oui, tout à fait. D'accord. Innovant et nouveau. Oui. C'est exactement ça. C'est intéressant. C'est vrai que en fait, avant le début de l'émission, on disait que effectivement, on aimerait avoir un peu plus de prédictibilité ou de visibilité. Par exemple, quand on va recruter quelqu'un, il y a des entreprises qui se plantent sur les recrutements. C'est-à-dire que tu peux passer un bel entretien d'embauche et puis finalement, parce que quand tu peux être technique, avoir une compétence, une spécialisation, et puis quand on te met dans un environnement, tu fais pas l'affaire avec les gens, tu connais pas la culture de l'entreprise. Donc finalement, celui qui recrute s'est planté en fait. Et c'est ça que tu vas aider avec ton logiciel à prédire comment ça peut se passer dans la boîte. C'est ça. Alors oui, je suis totalement d'accord avec toi, Baba. Alors oui, la personne peut s'être plantée, mais parfois, c'est pas forcément qu'elle s'est plantée. C'est tout simplement parce que
dès lors qu'on parle de recrutement, il faut se dire que la personne, elle va montrer elle va se montrer son meilleur jour. Oui, le meilleur Comme jour. on dit, ça sera son représentant qui sera là, son avocat qui sera là. Son Et donc, représentant, on ne peut pas toujours prévoir ça. On ne peut pas toujours voir au-delà, justement, de ce que l'avocat veut bien nous montrer. Et c'est là où on peut se tromper. Donc, c'est pas forcément qu'on a fait de mauvais choix, mais c'est simplement que la personne a su se montrer son meilleur jour. Oui, d'accord. Et donc, tu es en B2B, quoi. Tu vends à des... Exactement, tu vends à des entreprises. C'est tout à fait ça. Et justement, l'objectif du logiciel, c'est de viser les entrepreneurs, les managers notamment, parce que les managers, souvent, quelle que soit la nationalité, France ou aux Antilles, n'ont pas la formation adéquate. Le plus souvent, les managers sont lâchés, comme ça. Alors, manager, dirigeant, j'entends. Oui, c'est-à-dire manager. Exactement. Manager des gens. Mais on en parlait. Toi, tu es géographe, tu es excellente sur ta partie, les mangroves, etc. Tout le reste, en fait, tu nous as dit. Mais ton association, tu as des gens. Oui, voilà. Et en fait, quand j'ai cofondé l'association en 2020, c'était entièrement bénévole. Il a fallu 3 ans par rapport aux demandes qu'on a reçues. Au départ, c'était vraiment l'idée de faire le bien, transmettre aux jeunes. Mais finalement, on s'est rendu compte que on avait des demandes des scolaires, des demandes des entreprises, etc. Et on ne pouvait plus répondre en étant entièrement bénévole. Donc, à ce moment-là, il a fallu recruter. Combien de personnes vous avez recruté ? Une première personne en 2023. Et aujourd'hui, nous sommes 3 salariés permanentes. Une salariée en CDD qui se termine bientôt. Et donc, l'idée, c'est de grandir. Mais je me confiais récemment à une amie et je lui disais, voilà, et je lui exprimais mes difficultés parce que je n'ai pas été formée au management. C'est vrai que j'avais l'envie de créer. J'ai pris du temps à comprendre que j'étais entrepreneur moi-même et certaines personnes, en tout cas, ont du mal à me voir en tant que chef d'entreprise. Mais la réalité, c'est que l'association... Une chef d'association. Mais qui va demander, excuse-moi de t'interrompre Frédéric 2 secondes, qui va aller, par exemple, faire des dossiers de subvention, qui va aller discuter avec... On vit de dotation, de subventions européennes, nationales, parfois régionales, mais un peu moins. Et puis aussi, on répond à des appels à projets à l'étranger. En tout cas, c'est comme ça que je diversifie les revenus de l'association. Voilà, exactement. Et donc, pour la question... j'ai appris sur le tas, finalement, le management, et je me suis rendu compte à quel point c'était... c'est une aventure humaine incroyable. Moi, j'aime beaucoup, finalement, mais au départ, j'avais quand même peur. Et puis, j'avais pas peut-être le mindset entrepreneur, parce que moi, je me voyais vraiment venir faire du bénévolat. Et finalement, c'est mon cofondateur qui m'a dit, non, mais en fait, on est une entreprise. Et il m'a permis de comprendre ça. Jean-Yves, et donc aujourd'hui, c'est vrai que je gère l'équipe. Cette année, on a eu 5 stagiaires en même temps. Il y avait 2 soutenances de stagiaires ce matin. Donc voilà, c'est un travail finalement à temps plein pour l'association, mais je suis aussi chercheuse à côté. Et parce qu'il y a en plus des nouveaux enjeux, et on le voit, parfois les entreprises aujourd'hui sont démunies, tu sais, entre les anciennes générations, par exemple génération X et puis Y, ou bien les milléniaux et la génération Z, la génération Z qui arrive et puis il y a d'autres attentes. Et j'imagine que toi, tu as été consultante RH indépendante. C'est vrai qu'on peut être confronté à ça. Toi, effectivement, il y a un enjeu dans le recrutement, mais après, dans la gestion des équipes, non ? Exactement, oui. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que justement, j'ai fait en sorte de travailler mon logiciel de telle sorte à ce qu'on prenne en compte les problématiques dès le départ et jusqu'à j'ai même envie de dire au départ des collaborateurs, parce que manager, c'est pas que recruter, c'est aussi la suite, c'est comme disait Barbara, comme tu le dis aussi. Et c'est là où se pose la difficulté, c'est qu'on se retrouve là à gérer des êtres humains. Comme c'est différentes générations, différentes personnalités avec des cultures qui sont complètement différentes. Quand on sort de métropole, par exemple, et qu'on arrive aux Antilles, c'est pas la même chose, c'est pas la même culture, c'est pas la même histoire. Et donc, c'est tout ça que justement, j'ai voulu assembler à travers le logiciel. Comment tu fais ? C'est bizarre. C'est une intelligence artificielle. C'est une IA, en fait. Alors, c'est un logiciel qui est assisté de l'IA. D'accord. C'est exactement ça. L'IA, en fait, c'est une IA, comme j'aime à dire, qui est humanisée parce que j'ai créé toute une méthode, on va dire presque une théorie, et que j'ai permis justement à l'IA d'intégrer. Exactement. Donc, elle a son côté IA, comme on connaît, plus ma théorie, qui c'est une mini-moi, on va dire ça comme ça. Elle a une âme, comme j'aime à dire. D'accord. Pour justement aider les managers. Mais alors, précisément, comment donc tout le long, dans la gestion, dans le management quotidien,
Donc c'est un outil qu'on a et qui permet de prédire, enfin d'anticiper, d'avoir une forme de visibilité sur est-ce que celui-là est plus adapté, c'est ça? C'est quoi? Oui, alors c'est exactement ça. C'est une sorte, en fait, comme j'aime dire, d'assistant. Oui. Je l'appelle assistante éclaireuse, qui va vous dire, bon, ben, on prend le cas concret, ben, si c'est, ton cas, il est parfait. Tu as dit, bon, ben, j'ai envie de créer un binôme pour un projet bien spécifique, un événement bien particulier, mais je ne suis pas sûre que ça va coller entre les deux. Donc, à ce moment-là, tu utilises ta petite assistante et l'assistante va te dire par rapport à la personnalité de l'autre, par rapport à la personnalité de celle-ci, ça va coller ou ça ne va pas coller, à quel point ça va coller, ça va te dire aussi où ça va coller exactement, où ça ne va pas coller. Et quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne entre les deux. Mais dis-moi, tu es obligé d'alimenter en fait ton logiciel avec des données. Donc tu as une espèce de suivi qui est un peu du flicage, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que, alors, la seule particularité, c'est vrai que c'est comme j'aime dire, c'est du SMS. Mon logiciel, c'est du sur-mesure et de la personnalisation. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le sur-mesure, c'est simplement qu'en parlant avec l'IA, parce que c'est une assistante, je vais lui apporter du contexte. C'est ça la force de mon logiciel, parce que vous avez des logiciels, plein de logiciels qui existent. Oui. Mais voilà, c'est rentré dans des cases, etc. Le logiciel va prendre en compte toutes les données terrain. Donc, ce que je vais lui dire, c'est ce qu'elle va, voilà, c'est ce qui fait qu'elle va. Mais par exemple, pour savoir si je dis n'importe quoi, si Leïla et Frédéric fonctionnent sur le projet en question, tu es obligé d'alimenter avec des données sur Frédéric, des données sur Leïla. Oui et non. C'est-à-dire que la particularité, c'est que Liena est comment je peux dire ça, est préalimentée avec une base de données très forte pour éviter justement qu'on se perde avec un tas de données personnelles ou quoi que ce soit. Donc c'est comme un jeu de cartes qui va être créé. Mais tu as quand même des critères. Tu vas faire entrer des critères. C'est ça. Autonomie, indépendance, autorité. En fait, c'est quoi? Ça repose sur des personnalités de Jung peut-être, des choses comme ça, des choses qui existent. C'est tout un mélange. C'est tout un mélange. Donc tu as plusieurs critères. C'est pour ça que je disais c'est un jeu de cartes, tu as pris le mot exact, c'est un jeu de cartes de critères. Donc j'assemble mon petit jeu de cartes et en fonction de moi, mon jeu de cartes, je vois si toi tu es compatible avec mon jeu de cartes. Très bien. On va revenir à Lumi Academy, à ce lien entre effectivement la partie un peu digitale et puis application et la partie RH. Racine Lambert, tu nous as dit, donc tu as eu ce prix, c'était créé, donc Woods of the Sea. L'idée c'était Caraïbes, Woods of the Sea, Racine Lambert comme ça. Oui, bien sûr. Tout de suite ancrage caribéen. Oui, et parce que toi, tu es aussi ancré dans la Caraïbe. D'ailleurs, tu as fait ta thèse sur la perception des pêcheurs par rapport au réchauffement climatique et à la mangrove, c'était ça? Oui, c'est ça. Mais Martinique, Jamaïque et Thaïlande. Ah, ok. Alors pourquoi? Parce que en fait, la thèse a été financée sur la Thaïlande uniquement. Ok. Et donc, quand je suis partie à Cambridge, j'ai demandé est-ce qu'on peut ajouter la Caraïbe? On m'a dit non, sauf si vous trouvez l'argent. Et j'ai trouvé. C'était quoi? C'était un financement quoi? J'ai postulé à National Geographic et ils ont financé ma recherche et ça m'a permis d'avoir Martinique, Jamaïque. Je devais aussi faire Porto Rico et Sainte-Lucie, mais c'était pendant le confinement. Ah ouais. Donc j'ai quand même pu faire la Jamaïque. Porto Rico c'était pas accessible et Sainte-Lucie non plus. Je sais pas si vous vous rappelez en 2020, mais enfin c'était très compliqué. Donc ah oui, c'était dur. C'était compliqué. Donc bon, c'est pas très grave. J'ai quand même eu 3 pays. Aujourd'hui, je continue ma recherche, mais au Smithsonian, donc entre le Panama et la Martinique. Et là, je regarde. C'est quoi le Smithsonian Tropical Research Institute? Where is it? Alors, c'est basé à DC, à Washington. Ok. C'est le plus grand musée des États-Unis, c'est le Muséum d'histoire naturelle. Smithsonian, oui. On a parlé beaucoup de ça avec Trump, qui a arrêté les crédits, qui a fait des choses. Ouais. Alors, c'est sûr que être chercheur aujourd'hui, aux États-Unis, sur des questions de changement climatique et de résilience, c'est très compliqué. Je suis chercheuse cependant, mais voilà. Et donc, tu es attachée au Smithsonian? Oui. Ok. Et donc, j'ai mon bureau à Panama City. Donc tu as ton bureau à Panama City, dans ce cadre-là? Oui. D'accord. Donc tu disais... Je suis donc entre Martinique et Panama. Ok. Pour encore 1 an et après, j'espère être totalement à Martinique. Tu reviens du Panama d'ailleurs, avant tu étais au Panama. Oui. Donc, mais tu interviens, donc tu fais de la recherche là? Je fais de la recherche, donc en juin 2026, mai-juin 2026, j'ai mené des enquêtes de terrain avec les communautés de pêcheurs à Belize et à Bocas del Toro au Panama. Et donc là, juillet-août,
Sainte-Lucie, Martinique. Elle voyage beaucoup, hein, là. C'est chouette. Moi, je vais être chercheuse. Ah oui. On peut t'accompagner. Bien sûr. Mais tu nous recrutes. Tu n'as même pas besoin du logiciel, là. Ça y est, ça Bien va. sûr, Ça non, va mais coller. c'est ça. Et là, c'est vrai que j'ai commencé ma recherche toute seule. Oui. Et puis, en cours de route, j'ai réalisé que j'avais vraiment envie de transmettre. Donc là, j'ai recruté 4 assistants. Je suis en cours de recrutement. D'accord. Pourquoi tu veux travailler sur la perception des pêcheurs? C'est quoi? J'imagine, hein, je ne suis pas scientifique, mais tu avais une hypothèse de départ. C'est quoi ton hypothèse de départ? Quand tu te lances comme ça, perception des pêcheurs. Perception des pêcheurs, l'idée c'était de voir si ce qu'ils perçoivent est ce qui est validé scientifiquement, mais au final, moi je crois que toute connaissance est importante. Et je crois surtout que les connaissances des populations qui dépendent directement des écosystèmes, notamment les mangroves, ne sont pas forcément prises en compte dans les politiques publiques. Donc je viens pour travailler sur l'équité dans la gouvernance marine et côtière. C'est ça qui t'intéresse? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Par exemple, alors... Et l'équité via l'association également, hein, oui. Bien sûr. Venons sur le quotidien. Comme tu as fait Thaïlande, tu as fait aussi le Panama, etc. Nous, alors, peut-être que c'est très réducteur ce que je dis, mais les pêcheurs aujourd'hui, il y a une problématique. C'est effectivement donc, la baisse de la ressource. Il y a le problème de l'impact du chlordécone, les masses d'eau qui sont impactées par le chlordécone. Ils sont obligés d'investir pour aller en mer. Parfois, ils vont très loin. Mais en même temps, ce qu'ils vont pêcher sur les pélagiques, sur les DCP, il y a une surexploitation peut-être. C'est déjà de l'adaptation, oui. Ils s'adaptent. Il y a effectivement ça, sans compter qu'on te dit oui, mais bon, les pélagiques, il y a des problèmes avec les pélagiques. Mais il y a du point de vue du vécu, ce sont des gens qui ont été obligés de s'adapter. Oui. C'est quoi les problématiques comparativement est-ce qu'il y a des points communs? Panama, Thaïlande, Sainte-Lucie, Belize et Martinique, par exemple. Alors, Thaïlande, c'est un peu apparent, mais par rapport à la proximité des environnements, parce qu'ils vivaient vraiment dans la mangrove. C'est-à-dire que les maisons des pêcheurs étaient surpilotis dans la mangrove. Oui. J'ai dormi dans ces maisons-là et c'est vrai que le soir, on entend tout ce qui se passe en dessous. C'est-à-dire que l'eau arrive avec le balancement des marées, évidemment, en zone de mangrove. Et j'ai décidé de travailler sur la Caraïbe parce que je pense que le contexte est très important, que j'avais déjà travaillé 3 ans au niveau caribéen sur la gestion des problématiques environnementales, notamment les sargasses. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et du coup, je voulais travailler sur des questions où j'avais le contexte, quoi. Parce que je trouve que on appelle ça parachute science, c'est quand forcément on part, on fait 2 mois de terrain, on revient, on n'a pas le contexte. Oui. Et c'est pas valide, en tout cas, c'est ma vision des choses. Oui. Donc j'ai voulu faire un peu différemment et recentrer mon travail sur la Caraïbe. Oui. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais les enquêtes de terrain, ce que ça m'a appris, c'est que on vient pour poser les questions. Oui. Les gens, ils ont une autre problématique, quoi. Enfin, c'est rarement le changement climatique, c'est plutôt les aspects sociaux. Comment je mange demain matin. Il y a ce développement ici qui se passe, c'est pas de notre fait, etc. Donc, et moi, en fait, je prends des heures à m'asseoir avec les pêcheurs. Pour revoir aussi. Déjà, gagner... Construire la confiance, ça prend énormément de temps dans les travaux de recherche, pour leur permettre de parler et de pas se confier, mais presque finalement, parce qu'il y a de grandes blessures des personnes qui, encore une fois, dépendent des ressources naturelles. Donc quand on pêche, forcément, si on ne peut plus pêcher parce que il y a des challenges, par rapport à un développement qui n'est pas de notre fait, on le prend comme une injustice. Oui. Et donc là, il faut entendre ça aussi. S'asseoir avec eux, entendre... Parfois, ils me parlent même de leurs blessures familiales. Oui. Et moi, je ne m'attendais pas à ça parce que c'est quand même lourd. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. Et... Parce que peut-être que aussi... Est-ce que ce sont des métiers aussi? Ce sont des métiers peut-être comme les agriculteurs, peut-être, où c'est des choses aussi très ancrées dans des lignées aussi. Non? C'est ça? C'est ça. L'injustice, ça commence à se perdre un peu. Donc... autant, souvent, ils me disent je suis pêcheur parce que mon père était pêcheur, ou alors que mon grand-père était pêcheur, mais mon père ne l'était pas, etc. Oui. Et souvent, ils me disent je veux pas que mes enfants soient pêcheurs. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. D'accord. Mais c'est dur. Oui, c'est dur, mais il y a une passion. Oui. Et ça, je trouvais ça très fort, dans le sens où certaines personnes disaient oui, effectivement, les stocks baissent, mais je serai toujours pêcheur jusqu'à la mort. Ça, c'est les discours que j'ai eu le plus et qui étaient difficiles du point de vue économique, c'était en Jamaïque. Ah oui? Oui.
Okay. Où vraiment, disent, on est dans la pauvreté. Ouais, mais ils sont pauvres, quoi. Voilà. Mais ils te disent qu'ils ne savent pas faire autre chose. Non. Et parce que j'étais en Jamaïque en période de confinement de Covid, il y a eu une recrudescence des pêcheurs, c'est-à-dire que le nombre de pêcheurs a augmenté. Les personnes, ils ont perdu leur travail, ils sont venus pour pêcher, mais alors que voilà, c'était juste à ce moment-là peut-être, mais j'y étais. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'en plus, il y a une problématique aussi, c'est la question suivante que je voulais te poser, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté aujourd'hui. Parce que non seulement, donc, ça peut être perçu comme une injustice, surtout sur, si tu veux, un rôle qui est vital, en fait, nourrir les gens. Or, aujourd'hui, par exemple, en Martinique, je crois que, comme dans tout, on est dépendant. On mange effectivement du poisson, mais c'est pas le poisson que les pêcheurs pêchent. On est très dépendant, c'est peut-être plus que 80%. Qu'est-ce que tu penses de ce sur quoi travaille Frédéric? Alors, moi, je trouve ça fascinant, mais surtout, ce qui m'a étonné dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que, en même temps, non, ça m'étonne qu'à moitié, c'est le fait que ces marins pêcheurs-là se disent, déjà, je n'ai pas envie que mes enfants reprennent l'activité. On voit à quel point, justement, le métier est difficile, on s'en rend compte. Et même dans les problématiques, quand tu dis ce sont plutôt des problématiques économiques et sociales, le côté réchauffement climatique ne ressent mais pas tant que ça, finalement. Et pourtant, on y est en plein dedans. Ils voient les impacts. Oui, ils voient les impacts quand même. Mais ce n'est pas ce qui les parce qu'ils sont peut-être aux avant-postes d'ailleurs des conséquences. C'est ça. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des recherches où finalement on a pu observer, ou alors des observations ont été validées, mais elles ont été d'abord perçues par les pêcheurs sur des changements de stock de poissons, etc. Et ensuite, les scientifiques sont allés vérifier. Oui. Mais les pêcheurs l'ont vu en premier. Et donc ça, c'est les premières vigies, de toute façon. Voilà, exactement. Et pourquoi tu travailles spécifiquement sur les mangroves, Frédéric? Alors, le choix de la mangrove, c'est un écosystème qui me faisait peur, il faut savoir. Donc, avec les palétuviers, voilà. comme ça, avec la branche, et puis les crabes qui montent. Petite, j'avais peur. Et puis, la mangrove, c'était surtout pour moi le passage entre Sainte-Luce et Rivière-Pilote. Trop au diable. C'est joli, d'ailleurs. Trop au diable, mais déjà le nom. Oui, trop au diable. Voilà. D'accord. Donc, pas forcément... j'avais un peu peur. Mais c'est vrai que depuis petite, j'étais quand même révoltée sur les questions environnementales. Et puis, j'ai fait un stage en licence sur les mangroves et tout de suite, ça a été un coup de cœur. Mais pas seulement du point de vue écologique, mais tout ce que la mangrove représente. C'est vrai que quand j'ai commencé à entendre parler de la littérature postcoloniale sur la mangrove... Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Okay. Glissant notamment. Sur l'identité rhizome. Rhizome, exactement. Et puis, Glissant, il parle aussi du fait que... Enfin, il observait le développement côtier sur la mangrove, mais il disait, et la mangrove, elle résiste. Oui, donc, il y a ce côté résistance, résilience. Ces errants parlent aussi à travers les racines. Et du coup, là, ça m'attire. Et par contre, au début, j'avais un petit peu peur, mais les racines comme ça qui, finalement, sont un symbole de résistance. Il y a Maryse Condé, etc. Mais ça m'a fascinée. Et puis, j'ai trouvé que c'était plus accessible. Alors ça, c'est peut-être une question de facilité, mais je trouve que c'est plus accessible de travailler en mangrove que de travailler sur les récifs coralliens, où là, il faut prendre un bateau, etc. Donc, pour tout ce qui est conservation, restauration, j'ai voulu qu'on soit aussi avec un écosystème ancré sur le territoire, qui est fédérateur. On a lancé l'association avec une collecte de déchets. Et en fait, on avait retiré plus d'1 tonne de déchets, dont une voiture qui avait été sciée. Il y a des messieurs qui étaient venus avec une scie électrique. Il y a des réfrigérateurs, etc. Donc, autant elle est proche de nous, mais il y a comme ce petit côté négatif. C'est vrai que quand je disais aux gens que je travaillais sur la mangrove, on me disait « Ah !» en faisant allusion à la mangrove du Lamentin. Donc, voilà. Et la drogue. Oui. Et donc, pour moi, c'est un combat de redonner, de participer, en tout cas, à redonner de l'amour à cet écosystème-là. Et je trouve que c'est plus simple. En tout cas, j'ai plus connecté. Mais pourquoi il est essentiel? On dit que c'est là que se reproduit les poissons. Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'il y a des endroits où elle a été occupée. Donc pourquoi c'est essentiel? Déforestée. Déforestée, occupée, détruite. Pourquoi c'est essentiel?
Tu parlais de poissons, c'est vrai que ça a l'effet donc nurserie. Donc les petits poissons viennent passer un moment de leur cycle de vie. Et tous? Pas tous. Pas parce mais que s'ils sont très loin. Mais non, mais certaines espèces. Oui, ok. Certaines espèces mais pas que de poissons. Il y a aussi des tortues. Oui, oui. Les requins. Bon, les requins c'est des poissons, mais tout ça dans nos mangroves, quoi. Oui. Les juvéniles et donc ensuite ils partent sur les herbiers marins. Il y a cette idée d'écosystèmes dépendants, connectés, donc herbiers marins, récifs coralliens. Et moi, j'étudiais ça aussi. Je demandais aux pêcheurs de temps en temps, mais s'il n'y a plus de mangroves, ça c'est une question. S'il n'y a plus de mangroves, est-ce que tu peux pêcher? Certains disaient oui, certains disaient non. Et je voyais là parfois une déconnexion de toute cette chaîne alimentaire. Encore une fois, il y a des poissons pélagiques qui peut-être ne passent pas une partie de leur cycle de vie en mangrove, mais quand on regarde, je crois que c'était 90% des choses, je regarde ma thèse, mais quand on regarde, j'avais fait une liste des espèces qui ont une partie de leur cycle de vie en mangrove, et j'avais vu qu'il y avait entre 70 et 90% de ces espèces-là, des espèces pêchées, des espèces qui avaient été citées par les pêcheurs comme importantes. Donc d'abord, j'avais fait cette liste. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et ensuite, parmi ce qui est important pour vous, il y a plus de 70% qui a une part du cycle de vie en mangrove. C'est un domaine que tu... Moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est intéressant. C'est super. Super intéressant. Bon, là, je vous propose de faire un petit stop. Focus. On va rester plus ou moins dans l'écologie. Voilà, focus. Voilà, retour sur le plateau de forme avec les deux Leïla. Leïla Delem et Frédéric Leïla Fardin. On parle de recrutement, de RH, Lumi Academy, un logiciel qui permet de ne pas trop se planter sur le management. On va y revenir en détail tout à l'heure. Et puis on parle des mangroves et de Roots of the Sea, Racine Lamet, avec Frédéric Fardin, qu'on félicite, qui est lauréate de Terre de Femmes. Il faut que tu nous dises aussi ce que tu as gagné avec ça, et voilà, tout à l'heure. Là, je vais me faire plaisir. Dans cette émission, j'ai déjà montré un extrait de mon film préféré. Ça s'appelle Interstellar. Et là, comme on a Frédéric, je voulais qu'on parle de réchauffement climatique et de peut-être, parce que c'est ce que nous dit Christopher Nolan dans ce film, qui date de 2013-2014, à quoi pourrait ressembler le monde vers lequel on va. Et quand on a la brume de sable là, qu'on a sur la tête, moi je me dis tous les jours, finalement, ça ressemble un peu à cet extrait. Regardez ça. This happened about 1:30 when that thing came off the top of that canyon. In my day, we had real ball players. Who are these bums? Yeah, well, in my day, people were too busy fighting over food to even play baseball. Popcorn at a ball game is unnatural. I want a hot dog. School says you're gonna follow my footsteps. I think that's great. You think that's great? You hate Barman, Dad. Grandpa said. Grandpa said, huh? Listen, all that matters is how you feel about it. I like what you do. I like our farm. I'll be great at it. Let's get out of here. All right, it's a doozy. Gang, let's mask up. Tom, Murph? Yep. Check. Voilà, donc je me suis un petit peu fait plaisir. En plus, on regarde, l'intérêt, c'était d'aller à ce moment où il y a la tempête de sable. Mais bon, ce film, Interstellar, vous l'avez vu? Pas encore. Pas encore, faut le voir. Ouais, tu l'as vu? Je l'ai vu il y a longtemps. Il y a très longtemps. Voilà. Bon, c'est pas le passage que je préfère, mais je voulais qu'on parle comme tu es dans l'écologie, et peut-être toi, ta vision aussi,
de ce monde-là. Ce monde, on parle de réchauffement climatique. Là, de quoi il s'agit dans ce film interstellaire qui date, c'est donc la vision de Christopher Nolan, donc sur un futur où les ressources sont de plus en plus faibles. On ne peut pas nourrir tout le monde. Et donc, il y a, depuis quelques années, la NASA a envoyé des équipes, 10 navettes aux confins de l'univers pour aller chercher des terres habitables. OK, parce que là, voilà, on arrive au bout du bout, et le bout du bout, c'est ça. Donc, c'est notre environnement qui subit des tempêtes de sable notamment, où on n'arrive pas à cultiver du blé, en l'occurrence, parce que ça se passe aux États-Unis. Et donc, voilà. Donc, il y a une expédition de l'équipe de La Dernière Chance. Et donc, c'est un film aussi sur l'amour. Donc, c'est quoi ta vision? Donc, toi qui as interrogé, effectivement, la perception qui peut être assez lointaine. Donc, OK, les effets, c'est mon quotidien. Mais au fait, les effets, ça ne s'arrête pas. C'est quoi votre vision avec peut-être aussi ces partis pris désormais politiques? Parce que voilà, sur le réchauffement climatique, il faut continuer, il faut faire des énergies renouvelables, il faut continuer à drill, comme disait Monsieur Trump quand il est arrivé au pouvoir. C'est quoi votre vision? Peut-être toi, Leïla? Déjà, moi, c'est vrai qu'en plus, en venant sur le plateau, je regardais à distance dans la voiture, je voyais la brume des sables. Là, je me suis dit, mais dans mon compagnon, mais c'est bizarre. Je dis, mais ça n'a pas qu'à finir pièce, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais il y en a de plus en plus quand même. C'est hallucinant. Et la question que je me pose réellement, c'est est-ce que vraiment c'est de la brume des sables? Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un mélange de pollution, en fait, finalement, de tous les véhicules que l'on a, ne serait-ce qu'en Martinique? Mais oui, c'est colossal. En fait, j'ai l'impression que on ne va pas regarder. Et on ne s'interroge pas sur ça. Exactement. On ne regarde pas par là. Non. Et beaucoup de personnes parlent justement tu disais, d'énergie renouvelable, il faut trier ceci, il faut cela, il faut utiliser le nucléaire et je sais pas quoi. Enfin, il y a plus, le solaire, oui, c'est bien beau, mais est-ce que finalement ça change la situation? Mais peut-être que si on le faisait vraiment, peut-être que ça changerait. Qu'est-ce que tu en penses, la géographe chercheuse? Enfin, la pollution, c'est vrai que ça fait partie de l'injustice sociale. Nous, on a le luxe de respirer. Enfin, je dis le luxe, mais c'est vrai que... Moi, je respire. Voilà, ça change. Moi, je respire de moins en moins, mais bon, je vais pas pleurer, mais bon. Et tout le monde n'est pas... Et c'est pour ça que je parle d'injustice aussi, parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Bien sûr. Mais c'est vrai que... il y a quelques années, je suis partie au Sénégal et pour la première fois, j'ai dû aller en pharmacie chercher ce qu'on appelle, je crois, aérodus. Enfin bref, je ne vais pas donner Oui, c'est ça. Voilà, et ça ne m'était jamais arrivé. Parce qu'il y a des tempêtes de sable aussi. Non, il n'y avait pas de tempête. Ah bon? Non. C'est la pollution. C'était juste une journée normale. Jusqu'au bout d'une semaine, j'avais des quintes de tout. D'accord. Et ça, voilà, comme je dis, ça ne m'était jamais arrivé. Et ce moment-là, je me suis dit, alors que je connais théoriquement, mais il y a toujours une différence entre la théorie et l'expérience. Donc là, ce qui se passe en Martinique maintenant, qui touche des personnes autour de nous, qui te touchent directement, si on ajoute à ça les sargasses et les émanations de H2S, finalement, on se rend compte que, et là, quand on regarde les images, c'est un milieu hostile. En fait, on commence à vivre dans ce milieu hostile. Et moi, j'ai envie de garder un peu d'espoir. Je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais quand on pense à la mangrove, c'est un milieu qui est qualifié même écologiquement d'hostile, parce que le sol rempli d'eau. Donc, en fait, les palétuviers ont les racines dans l'eau. Et ils peuvent ils ont des adaptations pour survivre à ça. Il y a aussi un manque d'oxygène. C'est un milieu anoxique, donc voilà. Et pour autant, la mangrove continue de vivre. Donc moi, je me dis, dans tout ça, comment nous, on va s'adapter. Voilà, comment nous, on va s'adapter. On s'adapte. Mais c'est clair que ce n'est pas le futur, c'est le présent. Enfin, toutes ces difficultés. Mais ce que je retiens quand même, il y a ce que tu dis, donc ça, c'est bien, et c'est bien d'avoir cette pointe d'optimisme. On va s'adapter. Mais je ne suis pas complètement optimiste non plus, parce que j'alerte les gens. Tu vois, ça fait partie du travail aussi de scientifiques, de dire, mais attention. Mais il y en a qui s'adaptent mieux que d'autres. C'est ça, la théorie de l'évolution. C'est ça. Oui, et quand on a quand on ajoute à ça la part économique et sociale, arrive l'injustice quand même. Mais moi, ce que je veux retenir, si tu permets, Leïla, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que
Ok, tu vois, tu nous as parlé des pêcheurs. Les pêcheurs, ils disent, ils voient, ils sont témoins des trucs, mais ils disent, bon, écoutez, effectivement, l'injustice sociale, c'est que moi, j'ai besoin de vivre, quoi. Il faut que je nourrisse ma famille. Ok. Mais là, il y a la brume. Ok, il y a la brume. Il y a peut-être des choses qui ne relèvent pas de nous. C'est comme les sargasses, d'ailleurs. Ok. Mais on ne se pose pas la question de notre responsabilité. C'est ce que j'entends dans ce que dit Léna. Est-ce qu'il y a derrière... Et nous, on a reçu des gens de Madininaire qui mesurent. Il y a une part, si tu veux, de responsabilité de la circulation automobile. Il y a 216 000 véhicules en Martinique. Il y a 127 000 personnes. On l'a peut-être moins parce que c'est les vacances, qui font les rotations, je sais pas comment ils disent ça, l'INSEE pendulaire, là. Ils vont travailler, qui sont accros à la voiture parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui, c'est vrai. Alors, je profite pour donner un chiffre que j'ai appris, qui m'a percuté. Il y a 127 000 personnes qui, tous les jours, qui vont travailler avec leur véhicule. Combien de personnes utilisent les transports en commun? Ah, c'est une bonne question. Une bonne question. Qui serait peut-être moins contributeur à la pollution. Combien de personnes utilisent? Source INSEE qui date de très peu de temps. 127 000 qui prennent la voiture pour aller travailler. Combien de personnes sont dans les transports en commun? 20 000. 9 400. 9 400. Ok, j'ai fermé la parenthèse, on fait un petit peu d'infos. Voilà, donc, non, mais c'est ce qu'on a Et dit. du coup, la responsabilité des politiques publiques aussi. Parce que là, si on a... Et je peux en parler parce qu'on parle de RH, etc. Moi, mes stagiaires, ils ont des difficultés à venir jusqu'à Sainte-Luce. Voilà. Tu vois, typiquement... Oui, c'est pas dans ce sens-là. Et donc, ils n'ont pas de véhicule. Sinon, il faut que quelqu'un les emmène, mais si quelqu'un les emmène, c'est pareil. Ça fait que c'est un véhicule de plus sur la route. Oui, c'est vrai. Alors, si l'offre de transport en commun fonctionnait un peu mieux, on aurait peut-être pu réduire ça déjà. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et que ça n'appartient pas seulement aux individus, mais aussi aux politiques. Jingle, mot de femme, on continue. Voilà, on a une discussion vraiment très animée qui part dans une direction puis dans l'autre, mais c'est lié, c'est intéressant. Tout est lié. Léla, je voudrais revenir à toi. Donc, on a parlé de Lumière Academy. Toi, tu as mené, donc tu es consultante RH. C'est quoi les difficultés? C'est vrai qu'on a commencé à aborder la question, les difficultés qu'ont les entreprises précisément pour s'entourer des meilleurs profils. Et comment, finalement, c'est quoi le coût de ça, quoi, de mauvais recrutement? C'est un coût aussi. Tu vois, on parlait de coût tout à l'heure. C'est quoi? Comment tu as pu approcher? Parce que tu as effectivement conduit des évaluations psychoprofessionnelles, tu as fait de la coordination d'équipes de consultants. C'est quoi? Comment tu as pu évaluer ces aspects-là dans l'entreprise? Alors, j'ai eu la chance justement d'intégrer dans le cœur même des entreprises lorsque j'ai réalisé notamment des missions d'évaluation psychoprofessionnelle. Mais j'ai eu la chance aussi d'accompagner plusieurs personnes en compétences qui m'ont fait des retours aussi de ce qui se passait à l'intérieur des entreprises et même dans le cadre en tant que formatrice, des étudiants, des adultes qui m'ont fait part aussi de tout ce qui se passait. Donc, c'est tout ça qui a permis d'enrichir justement mon expérience terrain, tout simplement, mon analyse. Et l'une des choses que j'ai pu remarquer, c'est que il y a une douleur qui n'est pas visible. Et si je peux dire ça comme ça, on peut parler de santé relationnelle. Ça, c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Non, vas-y, dis-nous. Alors, en fait, ce qu'on appelle vraiment santé relationnelle, c'est tout ce qui touche aux relations. Alors, relations au travail. Relations au travail, c'est pas uniquement entre deux collègues. C'est aussi entre le manager et son collaborateur. C'est par rapport à soi-même, c'est par rapport à son poste de travail, c'est par rapport à son environnement. C'est comment, en fait, c'est toutes les relations. On parle de liens, c'est tous les liens. Tout simplement, tous les liens et comment on interagit avec son système. Ça me rappelle un peu l'écologie, un petit peu. C'est exactement ça. Et il y a tout un enjeu qui est invisible pour le moment, mais qui commence à sortir. Alors, on n'en est pas encore là, hein. Je ne vais pas mentir aux Antilles en France. Pourquoi ça peine? Parce que, tu vois, dans une autre émission, on parlait de santé mentale. Ce sont des thèmes qui sont quand même très présents. Pourquoi ça peine à s'imposer ces thématiques-là dans le domaine de l'entreprise? Alors, il y a plusieurs facteurs. La première chose, on en parlait en off tout à l'heure, il y a déjà le manque de formation. C'est normal, parce que... Enfin, c'est normal. J'exagère. C'est normal qu'il y ait des conséquences puisque les gens sont pas formés. Exactement. Donc, déjà, au niveau des chefs d'entreprise et des managers, il n'y a pas forcément de formation. Vous avez des chefs d'entreprise qui... Voilà. Mais la majorité, c'est comme ça. Vous avez des chefs d'entreprise et des managers qui ont fait, par exemple, de grandes écoles de commerce. Ou qui sont géographes. Et voilà. Et il y en a d'autres qui sont justement, et la majorité, qui sont justement, comme Frédéric, avec des compétences
ultra spécialisés, techniques, Oui. et qui n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'idée de se former. Parce que simplement. manager, c'est quoi? Il faudrait peut-être définir. On l'a pas fait depuis, mais c'est quoi manager? Alors, ça dépend, c'est quand même assez vaste, mais si on doit résumer, manager, c'est gérer une équipe, mais c'est aussi plus que de la gestion, parce qu'il y a la gestion quantitative, savoir gérer, la gestion administrative, mais il y a aussi la gestion qualitative. Oui, c'est avoir la Savoir vision, c'est motiver, entraîner les gens, c'est pas les désespérer, c'est écouter, tout à c'est fait ça. regarder. Et c'est de là devient toute la complexité en fait du management, et qui ne s'apprend pas uniquement en formation. Bien sûr. Mais qui s'apprend aussi sur le tas. Mais vous imaginez, il y a déjà pas de formation. Quand on veut apprendre sur le tas, c'est pas tout le monde qui est à l'aise. C'est normal, on n'est pas toujours à l'aise dans cet exercice-là. Et en plus de ça, il n'y a pas de temps. Oui, on il n'y a n'a pas de le temps. On n'a pas le temps. Et si vous ajoutez un 4e volet, à savoir la complexité humaine, puisque l'être humain est hyper complexe, mais c'est normal que les chefs d'entreprise et les managers soient dépassés. Oui, parce qu'il faut comprendre, alors peut-être que ton logiciel répond à ça, il faut comprendre les facteurs de motivation. Chacun arrive dans un job, que ça soit... Et puis il y a aussi le manager, parce qu'on va parler des collaborateurs, des collaboratrices. Donc, c'est quoi? Ils vont venir dans ton assos. OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qui les intéresse? Ils veulent gagner du fric, ils veulent avoir du temps de travail de libre, ils ont ceci, ils veulent sauver la planète, ils veulent pas interstellar, tu vois. Donc, c'est quoi? Donc, comprendre. Donc, j'imagine que son logiciel t'aide à ça. Ouais. Et puis, la partie, quand même, contrainte. OK, mais attends, il faut travailler 35 heures, tu as un salaire, etc. Et puis, il y a la partie, est-ce que tu le payes bien aussi? Donc, c'est super complexe. Voilà, exactement. Et au-delà du recrutement, puisque c'est vrai qu'on parle souvent, alors c'est un marché quand même assez prisé maintenant de nos jours, le recrutement. Un recrutement raté, c'est en moyenne 45 000 euros. Hein. OK. Ouais, ça coûte 45 000 euros. C'est un coût de 45 000 euros, entre 45 000 et 50 000 euros. De recruter des gens? Ouais. Un recrutement raté. Ah, raté, pardon. Exactement. Oui, okay, un recrutement raté, c'est un coût quand même de 45 000 euros. Mais ce qu'on oublie, c'est que, hormis le côté recrutement, il y a aussi une fois que la personne est à l'intérieur même de l'entreprise. Parce que même si on recrute la bonne personne, c'est génial, hein? Oui. Mais après, on en fait quoi? Bien sûr, on dirait qu'un objet quand je dis ça, mais on en fait quoi? La personne, elle a perdu un proche ou quoi que ce soit, elle est démotivée. Qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas la licencier. Elle n'arrive plus à travailler, on ne va pas la licencier. Ou bien, comme par hasard, d'un coup, il y a plein de tensions dans l'équipe, personne ne s'entend avec personne, celui-là est dans son bureau, l'autre ne parle plus à celui-là. On fait quoi? Elle sent qu'elle est comprise, en fait. Mais si je peux dire... Non, si je peux dire, il y a une part que j'aimerais que les personnes aient quand elles viennent postuler à Autodosi, c'est la passion. Parce que c'est vrai que ça, je peux pas donner. Autant le cadrage, les missions, etc. Voilà. Mais ce que j'ai réalisé, parce que je n'avais pas la formation, que voilà, lorsque j'ai recruté pour la première fois, si la personne n'est pas passionnée et aussi n'a pas cette... ne partage pas les mêmes valeurs. Oui, mais ça, c'est important. On arrive à une problématique sur la durée, sur le long terme. Oui. Mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais j'ai reçu une formation coaching grâce au prix, donc je te... Ah oui, dis-nous. Donc oui, tu voulais finir peut-être? Non. Non? Oui, mais enfin, par rapport à ce que Barbara a dit, c'est exact. Frédéric, la fatigue. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que à un moment donné, oui, il y a le fait le côté passion qui est très très recherché. Ouais, c'est ça qui fait on va parler motivation et on va parler aussi investissement. Oui. On peut être la motivation, ça fluctue. L'investissement, c'est autre chose. Parce que tu peux être passionné et puis la gestion que tu fais des hommes ou des femmes ou de tes collaborateurs va dépassionner les gens. Hein. Ah ouais, mon travail tout long, mon passionné, mais tu peux... À un moment donné... tu passionné, tu vois, donc ça peut ne pas suffire. C'est quoi, donc, qu'est-ce que tu as... Oui, pardon. Et sur le long terme aussi, quand je regarde aujourd'hui Racine Lambert, je me dis, c'est un ancrage territorial à long terme, c'est-à-dire former des gens sur le long terme. S'ils restent à Autodosi, très bien, mais s'ils ne restent pas à Autodosi, ils pourront apporter leurs compétences autre part. Et donc on voit dans la durée, c'est pas juste venir faire une petite mission de 6 mois, on a replanté des palétuviers, on est content. C'est ça que vous faites former, replanter des palétuviers, non, on fait surtout on fait beaucoup d'éducation. Et la conservation des mangroves, ça passe par la replantation des palétuviers, mais pas que. Il y a aussi tout le système hydrologique qu'on doit regarder, etc. Donc voilà, sur le long terme, c'est vraiment comment
on permet de créer des passions parce qu'on a un programme d'éco-volontariat. Et puis des gens compétents. Parce que ça devient technique quand même. Oui, c'est technique. Et on veut valoriser l'expertise. Et une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'association, c'est parce que je trouvais que notre expertise martiniquaise dans le domaine de l'environnement précisément n'était pas particulièrement valorisée, alors qu'on a des profils, parce que je les ai recrutés, enfin il y a des personnes dans l'association quand même qui ont ces expertises-là, donc c'est l'idée vraiment de les valoriser et de donner envie à la jeunesse. On suit 15 éco-volontaires par an, donc c'est une fois par mois, on les rencontre pour les former, pour leur faire découvrir les écosystèmes marins, côtiers, donc mangroves, récifs coralliens. Et hier, on a fait une sortie hier, donc où on était avec une dizaine d'entre eux pour célébrer donc leur bac, mais aussi le fait qu'ils aient validé leur niveau 1 de plongée. Oui. Et là, il y a un moment important pour vous, c'est autour de la Journée internationale des mangroves, le 26 juillet. Donc, vous avez la Mangrove Week, vous appelez ça comme ça, donc du 20 au 26 juillet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Donc, la Mangrove Week du 20 au 26 juillet, on aura donc une semaine d'événements autour de la mangrove, du kayak, du bateau, mais pas que, aussi de l'art. Donc, on a déjà fait du land art, par exemple, avec Christophe Maire. Donc, on était vraiment en mangrove et on crée quelque chose. Ça peut être un poème, ça peut être prendre ce qu'il y a autour de nous, créer une œuvre, mais qui disparaît, qu'on laisse. L'idée, c'est pas de rentrer chez soi avec. Cette année, on aura plusieurs ateliers, donc le 26 juillet, normalement à la Mangrove 2 au Mulano Diamant. Et donc, on va évidemment poster sur les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au courant. Donc voilà, donc, c'est vraiment... Sensibilisation. Voilà, et la Journée internationale des mangroves, c'est le 26 juillet. Et c'est aussi le jour où on a lancé l'association en 2020 avec un nettoyage de mangroves à Coco-l'Échelle. Qu'est-ce que tu as eu donc, comme prix, là, lauréate de Terre de Femmes? L'association a eu quoi? Oui, donc le prix Terre de Femmes, donc je te disais, c'était pour célébrer l'engagement des femmes dans l'environnement. Et ça consiste en une dotation de 10 000 euros. Bravo. Merci. 10 000 euros, ça permet de payer les salaires. Ah oui. Et puis, mais pas que. Et ce que j'ai vraiment aimé avec ce prix, parce que toute l'année, j'écris, je réponds à des appels à projets, il faut faire vivre l'association. Mais ce prix-là, vraiment, pour moi, il fait la différence dans le sens où ils ont cherché à nous accompagner. Nous accompagner avec un réseau de femmes. Oui. Donc, on se rencontre une fois tous les 3 mois, je crois, en distanciel. Et puis, aussi avec un coaching suivi de 10 séances. Et donc, c'était sur... ça peut être personnel, donc la personne choisit, ou ça peut être plutôt coaching managérial. Donc, c'est ce que j'ai choisi moi. Du coup, c'est ce que j'ai choisi. Et j'ai déjà fait 7 séances. Ça m'a bien aidé sur les problématiques avec les recrutements, etc. C'est vrai que j'ai une amie qui me disait, voilà, le recrutement, c'est pas une science exacte. Oui. Et c'est vrai, mais on peut quand même améliorer. Il faut pas... Elle est là pour ça. Elle est là. Mais on a fait la démonstration, on l'espère quand même. Elle est là. Vous savez combien de temps il nous reste? 5 minutes. Mais non. Mais si, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, j'ai une question à vous poser. On va pouvoir conclure. Ne vous en faites pas si vous n'avez pas dit une chose importante. Mais on va pas sacrifier cette question-là. Il faut parler d'un homme. D'un homme? Oui, d'un homme. Oui, d'un homme. De qui tu veux parler? Frédéric? Mon cofondateur. Ok. Ouais. Comment il s'appelle? Jean-Yves Aglaé. Jean-Yves Aglaé, donc, qui est donc le coprésident, non? Non, aujourd'hui, il reste membre d'honneur, mais c'est vrai que il y a eu toutes les discussions pendant quelques années sur où va l'association. Oui. Elle a été créée, voilà, de façon, on a essayé, c'était du bénévolat, etc. Mais pour lancer notamment le programme Mangrove Bocainu, donc de restauration de mangroves, on l'a créé dans le garage de Jean-Yves. D'accord. Donc vraiment quelqu'un qui m'a accompagnée. C'était un peu le businessman, moi j'étais la scientifique et la chercheuse. Voilà, la chercheuse. Et puis aujourd'hui, je pense que les deux sont importants. Donc soit se développer des compétences. Voilà, coaching, management, etc. Ou alors être accompagné. Donc lui, il fait autre chose aujourd'hui, mais de temps en temps, on collabore. Jean-Yves. Oui, il a fait la transatlantique Jacques Vabre. Ok.
Donc on salue Jean-Yves, un homme. Tu as eu le temps de réfléchir, Leïla. Oui, après, à part le côté personnel, je vois pas. Mais comme tu veux, comme tu veux, tu choisis. Hein. Oui, moi, je pose plus à mon compagnon. Il s'appelle comment, le monsieur que j'ai vu, là, qui est venu t'installer, il était là, comme ça. Il s'appelle... oui, on lui fait coucou. Oui. Il s'appelle Anthony. Et bon, j'ai pensé à lui. Bon, ben, c'est normal parce que c'est mon soutien de tous les jours dans tout ce que je fais, et y compris dans le logiciel où il a fortement contribué justement avec sa propre personnalité, sur le côté technique, commercial. Il m'a aidé concrètement à faire sortir enfin le logiciel après 4 ans. Oui, donc voilà, spécial coucou à Anthony qui nous regarde. Et puis Jean-Yves Aglaé aussi qui a fait la transat Jacques Vabre. Bravo. Il a vu des choses aussi dans les milieux marins. 2 minutes et demie, jingle, le mot de la femme. Quand on s'installe ici, on se dit on a le temps. Frédéric Fardin et Leïla Delem. On a parlé de l'UMI. Le mot de la forme, ce serait quoi, hein, Frédéric? Ce serait venez vous engager pour une aventure humaine pour la résilience du territoire. Donc venez joindre nous et puis Racine Lambert. Racine Lambert, il y a des sites internet, il y a un Instagram. Instagram, Facebook, LinkedIn. On n'a pas fait Facebook encore. Venez joindre LinkedIn, Instagram. Tout bien. Site internet. Oui. J'ai tout dit parce que. T'as tout dit. Voilà. Donc Racine, alors c'est Roots of the Sea si tu parles anglais. Et Racine Lambert si tu parles créole. Voilà. Donc, vous ne parlez créole. Racine R.A. Nous ne parlons pas les français. Donc c'est voilà. Roots of the Sea ou Racine Lambert. Lambert. L-A-N-M. Accent grave. Donc, le mot de la femme, Leïla Delem, ce serait quoi? Moi, la seule chose, c'est que si on veut retrouver plaisir à travailler, il faut venir travailler avec moi. Je savais pas que je faisais une émission publicitaire aujourd'hui. On échange. Bien sûr. Bon, il faut rappeler quand même ta marque, Lumi Academy. C'est ça. Et le logiciel Liena, exactement. Liena. Il faut dire comment ça s'écrit, Liena. L-I-E-N-2-A. L-I-E-N-A-2-A. Donc, tu as un site internet, tout le bagage? Ils peuvent me contacter sur LinkedIn. OK, LinkedIn, voilà. On est très pro. C'est comme ça qu'on était en contact. Merci. Bon, j'imagine qu'il y a plein de choses que tu aurais voulu dire. On n'a pas parlé de co-lauréate, mais c'est pas grave. On se reverra. Ce sera pour la prochaine fois. Déjà qu'elle voulait pas venir, il y a 2 ans, je dis viens, m'a dit non, elle n'était pas prête. Maintenant, elle était prête. Ça s'est bien passé, madame? Ça va. Bon. Ah oui. Léla, ça s'est bien passé? Super bien. Merci beaucoup. Et puis bon, le passager à bord? Oui. OK. Oui, petit locataire. Un petit locataire, là. Bon, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci d'être venus, mesdames. Merci beaucoup. Merci à David, Johan et à Marty. Merci à vous qui nous regardez avec cette fidélité le mardi sur Zitata avec ce plateau avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.